Bonjour à tous et bienvenue pour cette vidéo qui sera consacrée donc au thème sur les tensions, sur notamment les puissances dans le monde au XXe siècle et plus précisément sur un foyer de conflit particulier, le Proche et le Moyen-Orient. Alors, pour ceux qui sont en ES ou en L, c'est le Proche et le Moyen-Orient depuis la fin de la Première Guerre mondiale. Pour les S, le sujet ne commence qu'avec la Seconde Guerre mondiale. Dans tous les cas, ce sera utile pour tout le monde. Ce sera utile évidemment pour les ES et les L parce que ça leur permettra de revoir l'intégralité du sujet qui est prévu. Pour les S, n'hésitez pas. Alors, si vraiment vous êtes à la bourre, vous pouvez zapper la partie 1918-1945, mais je pense que même sans prendre de notes, l'écouter peut être extrêmement utile. En effet, on ne peut pas comprendre un foyer de conflit, un lieu aussi important que le Proche et le Moyen-Orient, sans avoir un minimum de recul, de vision historique. Alors, on rentre tout de suite dans le vif du sujet et je vais essayer de vous donner un maximum de clés pour comprendre cette période si importante. Alors, le Proche et le Moyen-Orient, c'est un foyer de conflit. Pour pouvoir bien aborder cette notion finalement de foyer de conflit, il faut commencer par s'intéresser à l'essentiel. L'essentiel sur le sujet, ici, ça va être d'essayer d'une part de comprendre l'interrogation qui sous-tend ce sujet, c'est-à-dire pourquoi on parle de foyer de conflit, qu'est-ce que ça veut dire, quelles sont les idées derrière ça. Et à côté de ça, il va falloir définir les termes, définir la différence entre une tension, un conflit, essayer de comprendre ce qu'on appelle le Proche-Orient, ce qu'on appelle le Moyen-Orient, parce que c'est pas toujours clair. Une fois qu'on aura fait ça, qu'on aura posé les bases, on avancera ensemble et ensemble, on va essayer de remonter le temps tranquillement avec une lecture chronologique qui devrait me permettre de vous expliquer les éléments et les évolutions les plus importantes. Enfin, dernier moment, pour finir cette vidéo, excusez-moi, c'est évidemment réussir l'épreuve. Comment réussir l'épreuve? Les erreurs à éviter d'une part, mais aussi quelques petites astuces, quelques petits bonus pour vous permettre d'obtenir le meilleur résultat possible au jour du bac. Et on va aller jusque-là de cartonner votre épreuve du bac. Donc j'avance légèrement et on rentre dans le vif du sujet avec l'essentiel sur le Proche et le Moyen-Orient, un foyer de conflit depuis la fin de la Première Guerre mondiale, mais aussi depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Alors, la problématique centrale ici, la problématique centrale en fait, elle s'intègre dans ce thème général sur les puissances et sur les tensions dans le monde. L'idée c'est de comprendre quelle est l'origine historique des conflits qui marquent le monde contemporain et notamment des tensions qui marquent le Proche et le Moyen-Orient. C'est une région quand même extrêmement spécifique et donc on va essayer de se demander, en tout cas vous allez me demander, quels sont les facteurs qui font la spécificité de cette région et aussi dans un deuxième temps, et ça il faudra toujours l'avoir en tête si ce sujet tombe le jour du bac, il faut vraiment se demander pourquoi il y a une telle résonance internationale dès qu'il y a le moindre conflit, dès qu'il y a la moindre tension au Proche et au Moyen-Orient. Comment ça se fait que cette région ait un tel impact et une telle résonance sur la scène internationale? Pour comprendre ça, il faut définir les termes. Toujours définir les termes clés. Le premier, c'est le terme de Proche-Orient. Et d'abord, il va falloir en fait distinguer le Proche du Moyen-Orient. Le Proche-Orient, c'est une expression qui est d'abord une expression française, ça il faut le savoir. Elle date du 19e siècle et elle va prendre son essor au début du 20e siècle. Finalement, c'est une réflexion qui est avant tout culturelle, il n'y a pas vraiment de frontières clairement définies, même pas de frontières naturelles. Le Proche-Orient aujourd'hui, de façon assez réduite, c'est l'arc qui va de l'Égypte, mais évidemment qui commence avec la Turquie. On y trouve les pays comme le Liban, l'Irak, Israël et la Palestine, mais aussi la Jordanie. Donc c'est une version un peu plus réduite. Progressivement dans le temps, à partir de la Seconde Guerre mondiale, une expression britannique, celle de Moyen-Orient, va supplanter progressivement l'idée de Proche-Orient. Donc on trouve dedans évidemment le Proche-Orient avec la côte méditerranéenne, mais on ajoute à ce Proche-Orient les pays de la péninsule arabique, donc l'Arabie Saoudite, le Qatar, tous les pays qui sont autour. On ajoute alors l'Irak qui est plus ou moins compris dans le Proche-Orient, on ajoute aussi l'Iran, et alors si on est dans une lecture américaine qui est très contemporaine, le Moyen-Orient devient gigantesque, on y ajoute l'Afghanistan, on y ajoute certains pays turcophones, et même parfois pour les Américains, le Maghreb. Nous on va vraiment se centrer donc Proche-Orient auquel on ajoute la péninsule arabique et l'Iran. Ça nous donne une lecture qui va permettre de comprendre pourquoi il y a autant de tensions et autant de conflits dans ce territoire. Alors justement, quelle différence faire entre les tensions qui sont évidemment évoquées par le thème général et les conflits qui sont très présents dans ce sujet? L'idée en fait, c'est qu'une tension, c'est ce qu'on va appeler une opposition froide. C'est un désaccord, une opposition de principe sur un sujet entre deux États. Une tension ne bascule pas nécessairement vers un conflit. Le conflit, lui, par opposition, c'est une opposition qui va être chaude, c'est-à-dire que c'est une tension qui a donné lieu à véritablement une lutte armée, un combat entre des États, des acteurs, avec une opposition directe
et assumée. La guerre froide, par exemple, est une longue période de tension marquée par différents conflits où les acteurs vont prendre position. Donc ça, c'est comprendre l'essentiel du thème, comprendre ce que vous devez mettre en valeur. Maintenant que vous avez ces cartes-là en main, on va rentrer dans le cœur du sujet avec les enjeux de ce chapitre. Alors, j'ai distingué 3 grandes périodes afin de bien marquer dans votre esprit les ruptures qui peuvent avoir lieu dans cet espace si particulier. J'ai fait exprès, et vous allez le voir tout de suite, de distinguer une première période 1918-1949. Alors là, c'est le moment où c'est plus spécifiquement pour les ES et les L, même si ça peut évidemment être intéressant aussi pour les S. Alors, la première chose qu'il faut comprendre, c'est que, et ça concerne tout le monde, faites attention, c'est que c'est une région complexe, le Proche et le Moyen-Orient. Alors, on va tout englober ici sous l'appellation Moyen-Orient. Pourquoi est-ce une région complexe? D'abord, à cause de sa position de carrefour entre 3 continents, l'Europe, l'Asie, l'Afrique. Au-delà de ça, il y a évidemment des détroits très importants vers la Méditerranée. Avant même le canal de Suez qui a été créé en 1869, on trouve les détroits d'Ormuz si on va au sud, mais aussi des Dardanelles ou le détroit du Bosphore. C'est une région qui a une richesse, notamment pétrolière et notamment en hydrocarbures, qui fait que dans le monde actuel, elle a une importance capitale. Au-delà de ça, c'est la région la plus importante du monde d'un point de vue religieux. C'est en effet un lieu où on trouve la Mecque et Médine, qui sont des lieux saints musulmans, mais aussi Jérusalem, qui est un lieu saint fondamental pour les 3 grands monothéismes. À ces différences religieuses qui viennent donc s'ajouter à cette puissance énergétique, qui viennent s'ajouter à cette position de carrefour, on va trouver des différences qui vont s'intégrer à une catégorie ethnique. En effet, historiquement, mais depuis le Moyen-Âge et même avant, le Moyen-Orient est marqué par la présence de différents peuples qui sont plus ou moins, selon les périodes, alliés ou opposés. On trouve évidemment les Arabes, qu'on soit bien clair, qui viennent de péninsule arabique, c'est-à-dire là où il y a l'Arabie Saoudite, ça je veux que ce soit bien compris. Au-delà des Arabes, on trouve les Turcs, qui étaient au départ originaires d'une région qui est plutôt au nord de l'Iran et qui finalement vont progressivement se décaler vers l'Anatolie. On trouve dans ces espaces-là aussi les Kurdes et on trouve aussi les Perses qui historiquement sont ceux qui peuplent l'Iran. On voit bien qu'il y a des différences ethniques et ces différences ethniques, elles vont se doubler de différences religieuses. On sait que c'est un lieu religieux important. En plus de ça, on trouve évidemment l'islam sous sa forme sunnite qui est majoritaire dans le monde et notamment en Turquie ou en Arabie Saoudite, mais aussi l'islam chiite avec une majorité de la population iranienne et des minorités en Iran et en Syrie. On trouve aussi les chrétiens, forcément, ce sont des lieux saints et c'est, il ne faut pas l'oublier quand même, le lieu d'origine du christianisme. Et on trouve une population juive historique et aujourd'hui particulièrement regroupée dans l'État d'Israël. Ce territoire si particulier, si important, si prépondérant sur la scène internationale depuis très longtemps. On peut penser aux croisades par exemple. Ce territoire-là, il va être marqué par un très fort morcellement puisque la puissance politique qui depuis au moins le 15e siècle dominait cet espace, l'Empire ottoman, disparaît à la fin de la Première Guerre mondiale et son territoire va donc être morcelé. Et comme ce territoire est morcelé, un nouvel ordre se met en place pendant l'entre-deux-guerres. Ce nouvel ordre de l'entre-deux-guerres, il explique en partie, mais beaucoup, que ce soit bien clair, tout ce qui va se passer après 1945. On va avoir une domination coloniale. En effet, en 1916, les Français, par l'intermédiaire de François-Georges Picot, et les Anglais, par l'intermédiaire de Mark Sykes, vous avez reconnu les fameux accords Sykes-Picot, se mettent d'accord pour une répartition de ce territoire à l'effondrement de l'Empire ottoman. Ça va avoir lieu puisque, sous le mandat de la Société des Nations, la France va avoir une responsabilité sur la Syrie et le Liban, la Grande-Bretagne une responsabilité sur la Palestine, l'Irak, même s'il deviendra indépendant en 1932, d'autant que les Britanniques ont une présence historique en Égypte qui est censée être indépendante dès 1936, mais où il reste très important. Il faut aussi citer le pied posé par les Américains dans ce territoire avec des accords passés avec l'Arabie Saoudite en 1932. Tout au long de cette domination qui va aller donc de 1918 à la Seconde Guerre mondiale, on va avoir des soulèvements contre les puissances mandataires, des soulèvements qui peuvent avoir lieu en Syrie et au Liban contre la France, mais aussi en Palestine contre les Britanniques et notamment contre l'installation de populations juives. En effet, les Britanniques qui ont donc un mandat sur la Palestine depuis la déclaration de Arthur Balfour en 1917 avaient promis aux sionistes, c'est-à-dire ce mouvement, le sionisme qui s'est développé depuis la fin du 19e siècle, un territoire entièrement dédié à la population juive. Et donc les Britanniques vont favoriser l'immigration juive vers ce territoire palestinien, entraînant des soulèvements de la population locale. Pendant la Seconde Guerre mondiale, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais évidemment, le Proche et le Moyen-Orient sont un lieu de conflit très important, ça vous le savez, entre l'Allemagne et ses opposants.
On se retrouve finalement avec la naissance d'un État particulièrement important, l'État d'Israël. L'État d'Israël, il va être au départ créé, enfin c'est une volonté britannique. Finalement, en voyant les difficultés de la création de cet État, les Britanniques se retirent et laissent l'ONU mettre en place un plan de partage en 1947, partage donc entre un État arabe et un État juif. En 1948, David Ben Gourion va proclamer cet État d'Israël qui, dès sa naissance, se retrouve en situation de guerre ouverte avec les pays arabes qui sont autour d'elle, c'est-à-dire autour d'Israël, c'est-à-dire l'Égypte, l'Irak, la Jordanie, la Syrie et le Liban. Cette première guerre, donc qu'on va appeler israélo-arabe, s'achève en 1949 et nous passons donc à une deuxième partie du sujet, le Moyen-Orient entre guerre froide et justement guerre israélo-arabe. Notez bien la différence israélo-arabe et israélo-palestinienne, parce que vous verrez, cela ne recouvre pas tout à fait la même réalité. Première chose qu'il faut dire, c'est que le Proche et le Moyen-Orient, ça va être un foyer de conflit lié à la guerre froide. Ça, c'est important de relier en fait cet espace spécifique avec l'histoire mondiale. C'est d'ailleurs au Proche et au Moyen-Orient que commence finalement véritablement la guerre froide, puisqu'entre 1945 et 1947, l'URSS refuse de retirer les troupes qu'elle avait placées en Iran pendant la guerre afin de protéger ses points stratégiques. Et on se retrouve donc avec une des premières tensions finalement qui va marquer la guerre froide. Les deux grands vont s'impliquer énormément au Proche et au Moyen-Orient durant cette période. On pense notamment en 1953 à la CIA, donc les services secrets américains, qui empêche l'Iran de se détacher de l'alliance américaine en renversant le Premier ministre. On a donc des interventions directes sur ce territoire. Les États-Unis et le Royaume-Uni vont d'ailleurs en 1955 mettre en place un pacte, le pacte de Bagdad, qu'il faut bien connaître. En effet, on trouve dans ce pacte une alliance entre les États-Unis et le Royaume-Uni donc, mais aussi la Turquie, l'Irak, l'Iran, le Pakistan. Point important, l'Égypte refuse de faire partie du pacte de Bagdad. Et d'ailleurs, en 1956, la crise de Suez, donc la crise de la nationalisation du canal de Suez, montre bien le poids du Moyen-Orient pour comprendre le monde actuel, le monde tel qu'il est en train de se construire. En effet, les Français et les Britanniques, les anciennes puissances mandataires, décident d'intervenir en lien avec l'armée israélienne pour empêcher la nationalisation du canal qui avait, vous vous en souvenez, été construit par un Français avec des capitaux britanniques, Ferdinand de Lesseps. Et pour empêcher ça, ils interviennent. Or, ils ne sont pas du tout soutenus par la communauté internationale. Il y a même des pressions américaines et soviétiques pour empêcher cette intervention qui marque bien ici le passage d'un monde marqué par les puissances européennes à un monde bipolaire dominé par les deux grands. Ces deux grands continuent d'intervenir progressivement et même de plus en plus sur le territoire du Moyen-Orient et notamment sur le territoire libanais où en 1958 les Américains mettent en place une intervention militaire pour essayer de contrecarrer la guerre civile qui prend naissance et ils font remplacer le président donc chrétien maronite Camille Chamoun par un autre président lui aussi chrétien maronite Fouad Chehab. On se retrouve donc dans une situation et je vais essayer là de tracer un petit peu finalement un dessin général de la situation. Dans les années 60, on va se retrouver avec ce que d'aucuns ont pu appeler la guerre froide arabe, c'est-à-dire finalement une opposition entre des mouvements révolutionnaires qui sont plus progressistes et qui vont être soutenus par l'URSS et souvent des monarchies en place extrêmement stables, parfois répressives, qui elles sont plus réactionnaires et sont soutenues souvent par les États-Unis. Un autre point qui montre bien évidemment le poids du Proche et du Moyen-Orient dans la guerre froide, c'est évidemment la guerre entre l'Iran et l'Irak. Vous savez qu'en 1979, il y a eu une révolution d'abord communiste mais surtout islamiste en Iran. Et très rapidement, dès 1980, l'Iran, donc chiite, avec un pouvoir chiite religieux en place, c'est une république islamiste selon son appellation, l'Iran entre en guerre avec l'Irak. L'Irak est déjà mené par Saddam Hussein. Et en fait, ce conflit, cette guerre Iran-Irak va évidemment avoir un poids important dans la guerre froide, notamment parce que Saddam Hussein est soutenu par l'URSS et aussi parce que les États-Unis vont être profondément marqués par ce conflit et notamment en lien à ce qu'on a appelé, vous irez regarder, l'Iran Gate, qui est en fait une livraison, alors un montage compliqué mais qui conduit à livrer des armes américaines et israéliennes à l'Iran. Donc on est dans une région qui est marquée par des tensions internationales, mais ça ne doit pas nous faire oublier, et on reste dans cette partie, la 49-91, que c'est une région qui est marquée évidemment par des conflits éminemment internes. En 1949, vous voyez, je reviens là. En 1949, la première guerre se termine entre Israël et ses voisins arabes, et Israël conserve 78% du territoire palestinien originel.
On est donc dans une situation de conflit important. Il n'y a plus d'autorité véritablement sur la Palestine à l'exception d'Israël. Et en 1967, donc des années plus tard, Israël va mener une guerre préventive. C'est-à-dire qu'Israël va lancer une attaque contre ses voisins arabes parce qu'il y avait eu un blocus. Un blocus, c'est quand on empêche les bateaux de passer dans un détroit qui s'appelle le détroit de Tiran, qui est en fait juste entre le Sinaï en Égypte et l'Arabie Saoudite. Comme les navires israéliens ne peuvent plus passer, Israël se lance dans une guerre, la guerre des 6 jours en 1967, où les Israéliens se lancent à l'attaque contre leurs voisins. Ils vont réussir à faire la conquête du Sinaï, donc qui appartient le Sinaï, qui appartient à l'Égypte, la bande de Gaza, qui était aussi sous domination égyptienne, la Cisjordanie, qui appartenait à cette époque-là encore à la Jordanie, qui prend le nom donc de Transjordanie, et le Golan syrien. Donc on a vraiment une prise de territoire de la part d'Israël. Cela conduit 6 ans plus tard, donc 6 jours puis 6 ans plus tard, 1973, la guerre qui a été appelée la guerre du Kippour. Cette fois-ci, c'est le jour de Kippour de l'année 73. Les Égyptiens et les Syriens se lancent dans une attaque surprise simultanée pour récupérer justement le Sinaï et le plateau de Golan. Donc le Sinaï égyptien et le plateau de Golan syrien. Ça va conduire, on ne rentre pas dans les détails, mais au premier choc pétrolier de 1973. Et on va se retrouver dans une situation de statu quo, situation qui va commencer à trouver un début de fin en fait, qui va commencer à s'arrêter avec le fait qu'Israël rende en 1979 le Sinaï à l'Égypte. Alors là évidemment je dresse un portrait rapide, mais c'est pour que vous voyez bien qu'on a à la fois des tensions vraiment internes et en même temps elles sont très liées à des tensions internationales. Un basculement va s'opérer en 1986 avec ce qui a été appelé la première intifada. Intifada, ça veut dire la guerre des pierres, où là, pour le coup, on passe d'un conflit israélo-arabe, donc entre Israël et ses voisins arabes, à un conflit israélo-palestinien entre Israël et les volontés indépendantistes, autonomistes plutôt, des Palestiniens, donc qui étaient les habitants de la Palestine qui sont sur les territoires occupés par Israël. Donc cette période, elle est marquée par la guerre froide, elle est marquée par l'effondrement de l'URSS, mais elle est aussi marquée par des tensions internes. Dernier temps, maintenant, pour finir, le développement de nouvelles tensions à partir de 91. On sait qu'en 1993, il y a eu les accords d'Oslo. Les accords d'Oslo, ce sont donc des accords entre Yitzhak Rabin pour Israël et Yasser Arafat pour l'Organisation de libération de la Palestine, qui était censé engendrer un processus de paix sous l'égide des Américains. Sauf qu'en 1995, Yitzhak Rabin est assassiné par un étudiant israélien d'extrême droite. En 2000-2005, une nouvelle intifada, on a une montée de la violence dans le conflit israélo-palestinien, ce qui va conduire en 2008-2009 puis en 2014 à des interventions israéliennes à Gaza, qui est donc cette petite bande de territoire au sud-ouest de l'ancien mandat palestinien. Dans le même temps, et pour conclure, on a la montée de l'islamisme dans cette région. C'est à partir, notamment visible au niveau international, à partir du 11 septembre 2001, date que vous connaissez. 2001, intervention américaine en Irak, puis en Afghanistan, pardon, puis 2003, intervention américaine en Irak, prise de pied de l'hyperpuissance américaine au Moyen-Orient et énormes difficultés pour les États-Unis. Le territoire, c'est encore un foyer de conflit finalement, le Proche et le Moyen-Orient. On le sait depuis 2011 où une guerre civile a éclaté en Syrie, avec notamment en 2014 la proclamation de l'État islamique par Abu Bakr al-Baghdadi, avec finalement une prise de territoire par l'islamisme radical en Irak, mais aussi en Syrie. Alors, c'était très dense. On va passer maintenant à une dernière partie plus légère, comment réussir l'épreuve. D'abord, comment ne pas la rater, éviter de faire des erreurs. Il ne faut pas être trop abstrait, ça c'est très important. Attention à ne pas voir dans le Moyen-Orient un espace qui est uniquement marqué par une chose, c'est-à-dire que tout ne s'explique pas par le pétrole, ça c'est important, tout ne s'explique pas par la religion, tout ne s'explique pas par des raisons ethniques, tout ne s'explique pas par des raisons géopolitiques. Attention à ne pas avoir une lecture simpliste qui va trop souvent marquer la lecture de ce sujet. Attention à ne pas raconter, attention à ne pas rentrer trop dans les détails, mais à dégager les éléments les plus importants. Et surtout, comme d'habitude, ne soyez pas déterministe, les choses auraient pu se passer différemment. Il faut se garder d'une lecture qui peut être un petit peu prétentieuse. On avance et on termine. Gagner des points, l'information en plus. Je vous ai pris une citation souvent bien connue, mais qui peut faire une très jolie accroche. Une citation du général de Gaulle qui écrit dans ses mémoires de guerre qu'il a rédigé après la Seconde Guerre mondiale. Vers l'Orient compliqué, je volais avec des idées simples. C'est un peu ce que vous devez faire vous, c'est-à-dire vous devez laisser de côté vos idées simples pour comprendre que l'Orient est éminemment compliqué. Pour terminer, je vous dirais que le sujet est extrêmement attendu. Il fait partie de ceux qui ont de fortes chances de tomber, notamment en ES et en L. Il est d'ailleurs tombé à Pondichéry en 2017. S'il tombe, il peut être sous deux formes. Le Proche et le Moyen-Orient, foyer de conflit depuis la fin de la Première Guerre mondiale. Ou alors
de la Seconde Guerre mondiale. J'espère que cette vidéo, un petit peu plus longue que les autres, vous a aidé, mais que là au moins vous avez toutes les informations sous la main, vous n'avez plus qu'à vérifier ce que vous saviez peu ou ce que vous ne saviez pas. En tout cas, vous allez cartonner. Je vous souhaite bon courage pour le bac.